Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française. Une émission animée par Christophe Bis. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Vous connaissez le concept, un invité, 5 experts qui posent 5 questions et moi au milieu qui fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, je reçois Charles Elliott de Bourdeau qui est CEO de Global Exam. Il n'est pas si loin que ça, je ne sais pas pourquoi je parle fort. Bonjour Charles Elliott. Bonjour Christophe. Alors, pour vous, tout a commencé par un échec au TOEFL. Alors, aujourd'hui, on adore parler du droit à l'erreur. Vous êtes l'illustration parfaite de ça, oui. Je suis en plein dedans, effectivement, pour la petite histoire. Et d'ailleurs, comme beaucoup de parcours entrepreneuriaux, j'ai commencé par un échec. Et de cet échec, je me suis aperçu qu'une solution devait être mise en place, tout simplement pour faire en sorte que je sois le dernier à me tromper, en l'occurrence réussir ce TOEFL, qui m'a empêché d'intégrer la London School of Economics. Qui était l'école dont vous rêviez ? Qui était l'école de mes rêves pour faire mon Master Dommage. 2 après de belles études à Sciences Po Lille. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté un bouquin de 400 pages au Furet du Nord à la Grand Place de Lille avec son CD-ROM. Et mon PC, à l'époque, ne lisait même plus les CD. Et je me suis dit, c'est incroyable. Pour me préparer à cette certification, il n'existe aucune alternative à ce bouquin ou à payer une fortune des cours en présentiel. Et accessoirement, j'ai échoué 2 fois à cette certification internationale d'anglais, ce qui m'a empêché effectivement de finir mes études. Est-ce que vous êtes bilingue aujourd'hui au moins ? Eh bien non. Non, mais vous avez une start-up. Non, j'ai une start-up et je permets à beaucoup de personnes aujourd'hui, on a 1,5 million d'utilisateurs, de développer leurs compétences linguistiques. Alors c'est ça, hein, c'est Global Exam. Vous proposez à des personnes qui veulent passer des examens ou qui veulent s'améliorer en langue de proposer. Alors, il y a aujourd'hui quand même une offre pléthorique. Comment vous avez choisi de vous différencier ? Alors déjà, Global Exam, historiquement, on faisait de la préparation aux tests de langue. D'accord. Ensuite, on a étoffé notre gamme de services. On fait donc de la langue pour obtenir des certifications, qu'elles soient académiques et professionnelles. On fait de la langue pour maîtriser son environnement business et de la langue pour être à l'aise dans la vie de tous les jours, avec ce fil rouge qui est la langue pour atteindre un objectif spécifique. Et donc, comment on se différencie des autres acteurs ? Eh bien, tout simplement en essayant de délivrer de la valeur. Nous, on adresse 4 verticales. Le B2C, donc les utilisateurs comme vous et moi qui ont besoin de se former en langue. Je peux m'inscrire demain si je veux passer le TOEFL pour aller à l'ASE. Je vous encourage à vous inscrire, évidemment. On adresse directement les écoles du supérieur. On travaille aujourd'hui avec plus de 500 écoles en France et à l'international. On travaille avec les organismes de formation, les spécialistes de la formation linguistique. Et enfin, les entreprises. Donc, les écoles et les entreprises et les centres de formation, vous leur proposez quoi ? Une méthode, un outil qu'ils peuvent utiliser, que vous avez développé pour vos... Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on propose à nos partenaires, c'est effectivement de réussir leur transformation digitale avec Global Exam, qui est cette brique 100% online et qui leur permet à eux, spécialistes de la formation, que ce soit dans l'éducation, la formation initiale ou via les organismes de formation, de la formation dispensée en entreprise, d'avoir une offre blended learning, c'est-à-dire le digital fourni par Global Exam et le cours en présentiel fourni par les professeurs dans les écoles ou les formateurs des organismes de formation. Vous vous êtes diversifié pour multiplier les sources de revenus parce qu'au fur et à mesure, on est venu vous chercher et qu'on vous a demandé votre outil parce que, par exemple, des écoles ont vu que vous pouviez leur offrir une solution pour digitaliser leur savoir. Merci pour cette belle question. Donc, historiquement, j'adresse un besoin auquel j'étais confronté en tant qu'étudiant. Donc, je crée un service B2C pour aider principalement les étudiants à réussir les certifications de langue. L'année d'après, startup créée en 2013, on est des anciens de la EdTech chez Global Exam. L'année suivante, les écoles du supérieur viennent me voir en me disant « Charles, ton service est pas mal. Maintenant, au lieu d'adresser directement les jeunes, aide-nous, établissement, à apporter des réponses à nos élèves. » Et donc, j'ai commencé à travailler avec 15 établissements du supérieur en 2015, puis 60 en 2016, puis 250 en 2017. L'histoire a commencé comme ça. Troisième, du coup, vertical, les organismes de formation. Avec le DIF qui devient CPF en 2015, les organismes de formation avaient besoin en fait, de préparer leurs apprenants aux principales certifications de langue dans le cadre d'une formation en langue.
Et c'était une opportunité pour nous de travailler directement avec eux. Donc là, on est dans les années 2016 et 2017. Et puis notre grand rêve chez Global Exam depuis la création de la boîte, c'est pas seulement d'aider des jeunes, et c'est déjà pas mal, à obtenir des certifications de langue, mais plus largement à permettre à tout à chacun, il y a 2 milliards de personnes qui apprennent l'anglais chaque année, donc permettre à tout le monde de franchir des barrières linguistiques. Et donc, on a étoffé notre service, ce qui nous a permis depuis 1 an d'adresser directement les entreprises avec une offre qui permet à la fois de développer ses soft skills en tant que collaborateur qui a envie d'acquérir une compétence linguistique et de faire cranter très fort ceux qui ont un besoin opérationnel métier pour être capable de travailler avec des prestataires. Et les entreprises, c'est un produit qui est sur l'étagère ou vous l'adaptez à chaque fois à l'entreprise selon ses besoins? À votre avis? Je dirais que vous l'adaptez parce que voilà. Évidemment qu'on l'adapte parce que le e-learning ou le digital qui fonctionne, c'est la personnalisation. C'est ça l'intérêt du digital. Fini le e-learning, le catalogue de formation, ça perdure. Mais ce n'est pas ça qui apporte de la valeur pour nos clients. Évidemment, ce qu'ils veulent, c'est une dose de personnalisation. Personnalisation à la fois du contenu, et c'est ce qu'on est capable de faire sur le plan à la fois technique et pédagogique, des équipes qui sont en interne, on est 110 collaborateurs. Et puis personnalisation sur le plan de l'accompagnement. On a une équipe Customer Success dédiée qui va individualiser l'accompagnement qu'on va dispenser auprès de chacun de nos partenaires. Très bien. On écoute Fabrice Pelosi, c'est notre expert business. Il est l'expert du monde des startups et des scale-up et il a une question à vous poser maintenant. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant business. Maintenant que nous voyons, nous l'espérons, la fin du tunnel de la crise Covid, comment analysez-vous les nouveaux comportements de votre activité ? Excellente question. Fin du Covid, nouveaux comportements. En fait... Mais pardon, je vais le couper et on reviendra à ça. Mais est-ce que pendant le Covid, il y a eu une pointe? Est-ce que les gens on dit beaucoup qu'ils ont été sur beaucoup de divertissements. Est-ce qu'ils ont été en masse sur vos sites à prendre les langues? Ça a été hallucinant. Pour une petite organisation d'une 40aine de personnes, déjà pour nous, ça a été un choc incroyable. On s'est retrouvés, on était des amis à être matin, midi et soir ensemble et on s'est retrouvés chacun dans son coin à faire face à une demande hallucinante, que ce soit en B2C et en B2B, notamment auprès des écoles du supérieur. Il y avait le hashtag à l'époque continuité pédagogique des établissements qui devaient se réorganiser dans l'urgence et on a accompagné chacun de nos clients du mieux qu'on peut. Ce qui a été une expérience incroyable pour nous pour prendre confiance en nous et nous rendre compte qu'on était capable de délivrer un service qui a du sens pour beaucoup de personnes. Et donc la fin du Covid? Donc fin du Covid. On revient donc à la question de Fabrice, pardon. Oui, alors en fait, Global Exam s'inscrit dans la formation linguistique, dans le développement des soft skills, dans la capacité d'obtenir des certifications. Donc nous, on surfe sur des tendances de fond. On n'est pas des opportunistes, on est là pour créer de la valeur. Donc oui, évidemment, le Covid a permis à certains prospects d'aller plus vite dans leur volonté d'utiliser Global Exam. Oui, certains clients sont allés plus vite dans de l'upsell et ont utilisé davantage nos services de manière plus systématique. Donc oui, ça a été un plus, ça n'a pas été une révolution. Voilà, on a continué de faire ce qu'on savait faire avec des clients qui sont de plus en plus matures pour utiliser nos solutions. Dans une interview à un confrère l'été dernier, vous disiez avoir plus de clients hors de France qu'en France. C'est un choix que vous avez fait ou c'est quelque chose que vous avez réalisé un jour, que vous aviez plein de clients qui venaient hors de France sans l'avoir forcément cherché? Oui, on ne l'a pas cherché. On cherche au contraire à être focus et à délivrer de la valeur. Là, on veut la délivrer, en l'occurrence principalement en France. On a des clients dans le monde entier et c'est tant mieux, que ce soit en B2C et en B2B. Et on fait les choses par contre dans l'ordre. Notre développement international est en place aujourd'hui. On a une forte présence en Espagne par exemple, en Amérique latine, à Taïwan de manière historique. Mais on va se développer à l'international de manière progressive. Pour faire les choses bien, tout simplement. Le savoir-faire français dans les tech, il est reconnu hors de France ou... J'aimerais bien vous dire oui. Ou c'est un combat? J'aimerais bien vous dire oui. Me dites. C'est un combat. C'est un combat. En fait, que ce soit en Asie ou en Amérique, on se dit, mais
pourquoi vous, Français, vous nous parlez de la formation linguistique? Quelle est la spécificité que vous avez, vous, Gaulois? Donc ça ne nous aide pas, ça ne nous défavorise pas non plus. Simplement, il faut argumenter sur la qualité de notre service par rapport aux besoins du client. Aujourd'hui, vous proposez combien de langues? On peut étudier combien de langues chez vous? Donc l'anglais? L'anglais, bien sûr, le français langue étrangère, et 6 plus largement, donc le chinois, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Et à chaque fois, on apprend à le parler aussi à l'écrire? On apprend à le parler, à l'écrire, bien sûr, et on l'apprend surtout et c'est ça qui est important, pour obtenir une certification, pour être à l'aise dans sa vie de tous les jours ou pour être à l'aise dans son environnement professionnel. Vous allez rajouter de nouvelles langues prochainement? Bien sûr. Vous les choisissez en fonction de quoi? En fonction du nombre de locuteurs, en fonction du nombre de potentiels locuteurs? Oui, c'est ça. On travaille, on co-construit avec nos clients, avec nos prospects en fonction de leurs besoins. Donc oui, les nouvelles langues, on en a quelques-unes à l'étude et on les développe pour des besoins spécifiques de clients dont on sait qu'en fait, on va pouvoir s'ouvrir un nouveau marché parce qu'il y a un vrai besoin au-delà de nos prospects et nos clients. Très bien, c'est maintenant Caroline Chalindar-Ginet, patronne du pôle Influence et Relations Médias d'Epoca, qui vous pose une question. C'est l'instant Média RP. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant RP et médias. Comment arrivez-vous à vous distinguer de la concurrence alors que vous êtes sur un marché de niche et que pour obtenir l'attractivité médiatique, c'est la prime au premier? La prime au premier. Eh bien, ça tombe bien, on l'a été. Pas grâce aux médias, en fait, on est assez peu visible. On a une notoriété qui ne nous permet pas de nous développer comme on l'entend. Tout simplement pourquoi on a commencé à faire les choses dans l'ordre. D'abord, créer du contenu de qualité. Ensuite, maîtriser notre techno. Enfin, développer une force commerciale. Aujourd'hui, avec ce triptyque, on arrive à nous développer très bien. Et en fait, comment on arrive à prendre le marché? C'est tout simplement grâce au bouche à oreille et à la qualité du service qu'on délivre. On a très envie, évidemment, d'accélérer, de développer notre notoriété. Mais aujourd'hui, on a fait les choses dans cet ordre-là et ce n'est pas la notoriété qui a précédé la qualité de notre service. Et qui est aujourd'hui prescripteur sur un cours de langue? C'est plutôt ce que vous dites, le bouche à oreille, c'est quelqu'un? Ouais, alors c'est quelqu'un, c'est forcément. Oui, c'est souvent quelqu'un, c'est vrai. On a de belles histoires, par exemple. Donc, je vous dis que depuis un an, on adresse directement les entreprises. Et en fait, au service RH pousse pour que le service RH déploie Global Exam dans l'entreprise, c'est un étudiant qui, pendant sa scolarité à Schema, Grenoble École de Management, TBS, dans une université, a utilisé notre service et se rend compte que ses collaborateurs en ont besoin. Vous utilisez les réseaux sociaux pour trouver des nouveaux clients? C'est un outil de... Oui, on le fait bien sûr en fonction des réseaux sociaux pour adresser nos prospects B2C et B2B, bien sûr qu'on le fait. Ouais. C'est efficace? C'est un bon moyen aussi? C'est efficace, il faut développer une expertise et du test and learn avec la nécessité de s'adapter en fonction de l'évolution des technologies, des moyens de communication et puis des usages des consommateurs, ça évolue très vite. Par exemple, vous intervenez dans des débats, vous prenez la parole, vous, en tant que dirigeant, en publiant des posts sur certaines plateformes, pour être repéré comme l'expert de l'apprentissage? Alors, comme je vous le disais, on n'est pas les champions de la notoriété. On essaye déjà de faire des choses pour notre communauté. Depuis quelques mois, on fait venir nos utilisateurs, nos clients chez nous. À la fois côté utilisateur pour faire de l'A/B test, tout simplement, leur présenter des nouvelles features et demander leur avis. On fait venir nos clients aussi, tout simplement pour recueillir leur feedback et partager les bonnes pratiques. Et puis plus largement, on organise des webinaires pour nos prospects, pour nos clients, avec toujours cette volonté de créer de la communauté, de partager les bonnes pratiques, qui est en fait extrêmement recherchée par nos différents clients. À l'inverse, vous observez les conversations qui peuvent se tenir sur votre marque pour voir ce qu'on dit sur vous et s'il y a des commentaires négatifs, essayer d'améliorer le produit? Bien sûr, on observe en temps réel, on répond, on est dans l'échange évidemment. Ouais. Très bien. Écoutez, la séquence suivante, c'est l'instant marque. On parle de marque donc. Et c'est Axel Salmon, directeur associé de l'agence Epoca, qui vous pose une question. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant marque.
Il y a quelques mois, Global Exam a entamé un chantier de refonte de sa marque. Vous avez revu la façon dont vous vous racontez, la façon dont vous racontez votre offre, la façon dont vous vous exprimez visuellement. Vous avez même envisagé un changement de nom. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Global Exam a fait sa mue, a trouvé sa bonne tonalité, sa bonne voix au service de son développement ? Merci pour cette question, Axel. Global Exam s'appelle toujours Global Exam. Derrière une marque, il y a beaucoup de choses. Il y a notre identité. Qui suis-je Global Exam en tant qu'organisation. On ne change pas comme ça, on n'était pas prêt. Et on va l'être, je pense, assez rapidement pour effectivement avoir une marque plus en lien avec ce que nous sommes en 2022 et ce que nous serons d'ici 2025. Mais justement, qu'est-ce qui vous motive à changer après tout Global Exam, ça vaut bien autre chose? Oui, alors je vous parlais de la notoriété qu'on n'a pas dans les médias. On en a une très importante dans le supérieur, très importante dans la formation, très importante, pardon pour ce manque d'humilité, une notoriété qui se développe au sein des entreprises. En B2C aussi, on est connu évidemment. Ce qui va donc changer de marque, c'est mettre une croix sur cette notoriété. C'est ce qu'on a déjà construit, c'est disparaît à ce moment-là. Voilà, donc faut tout simplement être prêt, il faut que ça soit le bon moment, il faut avoir quelque chose de nouveau à raconter qui correspond à notre intérieur, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce que sont les collaborateurs de la société, et ça nécessite un travail de préparation très important. Justement, vous voulez travailler aussi comme une marque employeur, comme une marque pour attirer les meilleurs professionnels, pour attirer les professeurs, les enseignants? Bien sûr, on a 40 postes ouverts chez Global Exam, on a recruté une 50aine de personnes l'année dernière, on double notre effectif d'une année sur l'autre. Le marché de l'emploi est très tendu, et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont pourvus. Et pour notre entreprise, comme pour beaucoup d'autres, la chasse au talent est très compliquée et nous pousse évidemment à nous distinguer et à travailler notre marque employeur. Vous la travaillez dans quelle direction ? En développant les relations dans les écoles, parce que vous avez déjà un pied dans les écoles, donc ça c'est pas mal. Exactement, on a cette chance-là qu'on est dans les écoles. Beaucoup des étudiants, par exemple, dans le cadre d'un stage, nous connaissent déjà. Et évidemment, c'est plus facile d'aller les attirer quand ils ont eu une expérience en tant qu'étudiants, une expérience intéressante. Après, la manière dont on se positionne, nos valeurs, c'est exigence, collaboration et people first. La première, c'est exigence. Et donc, la manière dont on design nos offres traduit cette exigence. Et c'est comme ça qu'on a envie d'attirer les talents. C'est en leur montrant qu'on est précis, qu'on a de fortes ambitions et qu'on donne les moyens à chacun de nos candidats et de nos futurs collaborateurs de se développer. Sur les 3 segments non B2C dont vous avez parlé, donc les entreprises, les centres de formation et les centres de formation, enfin la formation professionnelle, vous travaillez toujours avec votre marque ou il vous arrive de travailler en marque blanche? On travaille en marque blanche, effectivement, quand c'est demandé par nos partenaires. Et ça arrive souvent ou... Parce que là, ça n'aide pas non plus à imposer une marque, ça, si on est obligé d'être oui, discret. ça arrive, ça peut arriver. En fait, certains grands noms de la formation ont besoin d'une solution pertinente qui est Global Exam et continuer de capitaliser sur leur marque forte justement, et nous demandent de nous mettre en marque blanche. Et nous, on est d'accord pour collaborer avec eux, pour créer de la valeur pour leurs clients, et la marque blanche a un coût, parce qu'effectivement, on renonce à notre notoriété. Et ça arrive souvent, ça? C'est vraiment les très gros opérateurs qui ne veulent pas... Oui, ça arrive assez régulièrement pour souvent de beaux clients. Mais écoutez, on va parler argent maintenant, c'est l'instant finance et on retrouve Marc Royat qui est associé Corporate Finance chez KPMG. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant finance. Charles Elliott, moi en tant qu'anglo-saxon, anglophone d'origine, je connais bien les problématiques des langues et les examens. Vous êtes déjà présent sur 80 pays, 1,5 million de personnes qui sont passées par la plateforme pour préparer aux examens. Avec ça, avec ce data, avec l'évolution de technologie, où est-ce que vous pouvez aller avec votre business model pour aider les gens de demain dans la compréhension, l'apprentissage des langues? Et quelle est votre ambition pour votre entreprise avec du data et de l'intelligence artificielle? Bien sûr que la data est très importante
contrairement à beaucoup d'acteurs, on fait les choses dans l'ordre, comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment. Avant d'être capable de faire de l'intelligence artificielle, il faut être capable d'avoir de la data, ensuite de la collecter intelligemment, de l'analyser et effectivement d'aller et de savoir l'exploiter pour créer de la valeur. Comme toute solution e-learning, pour nous, le sujet le plus évident d'application de la data, c'est de personnaliser notre offre de service. On arrive chez Global Exam aujourd'hui, en fonction de quelques critères, le temps que je vais allouer à ma formation, le niveau que je vais avoir à la suite d'un test de positionnement adaptatif qui va permettre très facilement de cibler mon niveau. Eh bien, par rapport aux utilisateurs précédents, je vais être capable d'avoir, Global Exam va m'apporter un diagnostic du niveau de compétences que je vais pouvoir acquérir pendant le temps de formation que j'ai prévu d'allouer sur la plateforme. Sur la plateforme, par exemple, on peut apprendre à plusieurs. Vous faites des choses. On dit beaucoup aujourd'hui que l'apprentissage par pair est très important. Alors, si c'est une entreprise qui forme 10 salariés, est-ce qu'ils peuvent interagir entre eux avec vos solutions ou vous restez toujours dans du one-to-one ? C'est une excellente question. Pour nous, le sujet du moment, c'est de faire du blended learning de qualité. C'est-à-dire de la plateforme e-learning plus du cours en fait, qui soit présentiel chez nos clients B2B. Par exemple, dans l'éducation, évidemment, le professeur est au cœur de l'enseignement et utilise Global Exam pour délivrer de la valeur, mais ça peut être aussi pourvu par notre propre service de classe virtuelle, collective et individuelle. Donc c'est ça, notre challenge à court terme, c'est que quand je m'entraîne sur ma plateforme et quand je travaille avec mon professeur, j'ai évidemment un lien et un suivi pour atteindre un objectif. Et c'est pour ça que je suis chez Global Exam, c'est pour franchir un niveau, atteindre un objectif spécifique dans le cadre de ma formation linguistique. Vous avez des préventions par rapport au financement par levée de fonds parce que vous n'en avez jamais fait ? Ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut avoir une start-up sans levée de fonds. Oui, c'est pas faute d'être courtisé. Et c'est vrai que par les temps qui courent, on voit beaucoup de montants hallucinants. J'ai historiquement voulu créer une société qui crée de la valeur pour ses clients. Pour créer de la valeur pour des clients, il a fallu que je cherche des clients que j'ai trouvés assez rapidement, ce qui m'a permis d'être rentable depuis la création de la boîte. Une société rentable se fait financer, même si c'est un peu old school, par des banques. Et aujourd'hui, j'ai des banques qui me font confiance depuis très longtemps. La BPI aussi aide. Il existe de très nombreux dispositifs pour trouver des financements très peu chers. Je pense au Réseau Entreprendre, à Total Développement Régional. La BPI, encore une fois, beaucoup de services permettent en fait de développer assez vite. Mais vous avez quelque chose contre les fonds ? Vous avez peur de diluer votre participation ? Non, c'est pas une question de dilution. C'est pas une question de dilution de participation. C'est une levée, ça se prépare. Ça prend aussi beaucoup d'énergie, peut-être. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est 6 mois. Moi, en fait, si vous voulez, je discute avec mes partenaires bancaires en début d'année. Je leur présente un BP, je leur montre mon prévisionnel, je leur montre qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on devait faire l'année dernière, et ils me prêtent de l'argent. Donc ça dure 1 heure. Et je préfère du coup consacrer les 6 mois suivants au développement de l'activité plutôt qu'à faire des roadshows. Ça ne vous aiderait pas peut-être à aller plus vite ? Peut-être que vous aimez le rythme auquel vous allez, vous avez le droit. C'est une excellente question. Alors évidemment, se pose la question du plus vite. Quel entrepreneur ne se pose pas la question du plus vite, plutôt matin, midi et soir ? Évidemment que je me la pose. Il faut faire les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on est 110. On a effectivement plus de 1000 clients B2B et on a 1,5 million d'utilisateurs. On a une force de frappe qui est conséquente. On se rapproche du moment où on sera capable, avec quelques millions d'euros injectés, d'avoir une croissance effectivement très importante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Ouais, vous n'avez pas envie. On a bien compris. J'ai envie d'accélérer. Ce n'est pas le moment de lever des fonds. Très bien. Allez, dernière séquence de ce programme, c'est l'instant CIO. C'est une question d'Anne Lauverge pour vous. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up. L'instant CEO. J'ai appris que vous aviez tout commencé parce que vous avez raté le TOEFL. Alors, quel est votre prochain échec qui va vous permettre encore une plus grande victoire ?
Merci Anne Lauvergeon déjà de s'intéresser à mon parcours. Ça va vous marquer l'échec au TOEFL. Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est le début d'une belle histoire. Par rapport à cette question qui est très intéressante, en fait, le leitmotiv que j'ai dans mes équipes, c'est plutôt de comprendre quels sont nos succès. Aujourd'hui, il y a un battage médiatique autour des échecs et du fait que c'est formidable de se tromper. J'ai pas de problème avec le fait que chez Global Exam, individuellement et collectivement, on fait des erreurs, on en fait assez régulièrement, que le but du jeu, c'est de les faire vite et de comprendre. Par contre, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est d'être capable de comprendre les choses qu'on fait bien, parce que c'est plus difficile finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait bien et comment on peut les faire encore mieux ? Et moi, c'est ça qui me motive et qui me fascine. Vous voulez dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu dangereux dans le succès, c'est qu'on se laisse porter par lui sans essayer de l'analyser. Exactement. Et puis le jour où il s'arrête, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est exactement. On va se focaliser sur les petits problèmes plutôt que de s'interroger sur les choses parfois très importantes qu'on fait et qu'on fait très bien et pour lesquelles on a des leviers de les faire encore mieux. Donc oui pour les échecs, oui pour essayer de faire mieux, de corriger les choses qui ne vont pas, mais allons-y sur le développement des meilleurs collaborateurs de notre société, par exemple. On a cette réflexe d'avoir les yeux attirés vers ce qui ne va pas. Développons, allons plus loin sur les choses qui fonctionnent. Et alors, vous l'analysez comment, votre succès aujourd'hui? C'est que vous êtes sur le bon marché avec la bonne solution? Alors merci de me donner ces éléments de réponse. Je n'aurais pas été aussi rapide. On est effectivement porté par des tendances structurelles, comme je le disais. Évidemment, la volonté de développer ses soft skills, de se certifier, la mondialisation, de maîtriser la formation linguistique. Le fait qu'il y a un boulevard en fait, dans notre secteur entre de l'application gamifiante B2C Kikulol pour baragouiner l'italien avant de partir à Rome et de la formation plutôt académique, très axée top-down. Et au milieu de ça, il y a la capacité pour nous d'apporter une offre de service personnalisée qui va permettre à tout un chacun d'atteindre son objectif spécifique dans la quête d'un développement de compétences linguistiques. Et puis, c'est bien beau d'avoir une opportunité marché, il faut être capable de délivrer. Et comme je vous dis, c'est aujourd'hui 110 personnes qui travaillent dur, qui se donnent du mal, qui se développent pour être capable de créer le maximum de valeur pour nos clients. Alors, entre eux, on va revenir, je suis désolé, à cet échec au TOEFL et la création d'entreprise. Il se passe quelque chose entre-temps quand on lit votre biographie. Vous avez passé 2 ans dans une ambassade, je crois, en Chine. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'être entrepreneur ou vous déjà avant, vous aviez toujours eu cette envie? Oui, alors... parce que visiblement, vous aviez... Ça m'a fait franchir le pas. Si je comprends bien, vous étiez prêt à faire une carrière administrative. Vous aviez fait Sciences Po. À Sciences Po, je me suis régalé à lire de l'histoire, de la géographie, à me passionner par le droit constitutionnel comparé. C'était vraiment très stimulant intellectuellement. Comme beaucoup de sciences pistes, je me suis passionné par ces sujets-là. Mais très vite, je sentais que j'avais envie de savoir ce qui était tout bêtement, en fait, à 18 ou 19 ans, ce qui était le monde de l'entreprise. Ça me fascinait, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Et j'ai commencé à créer des assos pour mettre un peu plus d'entreprises au sein de Sciences Po qui n'étaient pas très entreprises. Donc ça m'a plu. J'ai été choqué aussi à l'époque d'une statistique qui est toujours actuelle, je l'entends dans le cadre de la campagne présidentielle malheureusement. 1 jeune sur 2 en fin de première année en université soit redouble, soit change d'orientation. Et je me disais, putain, c'est hallucinant en fait, autant d'énergie, de volonté d'apprendre est gâchée à cause d'une mauvaise orientation. J'ai cet échec au TOEFL, je pars 2 ans à l'ambassade de France et qu'est-ce que je vois en arrivant en Chine? Je vois des Chinois qui, le 1er janvier, font la queue devant des centres de passage d'examen pour être sûr d'avoir une date pendant l'année payée par des parents qui en fait économisent depuis 10 ans pour permettre à leurs enfants d'aller étudier à l'international. Et je me dis, ok, donc là, sur cette niche de la certification linguistique, tu tiens un enjeu global, un enjeu pour lequel il y a des attentes de dingue et pour lesquels il n'y a pas de service performant. Donc ça, c'était la genèse. Et puis la diplomatie, ça m'a beaucoup plu pendant 2 ans, mais j'étais très loin d'être accountable, comme on dit, de pouvoir prendre le leadership sur les sujets que j'ai envie de porter, de créer de la valeur et d'être responsable par rapport à la qualité du service que j'apporte à des clients qui me donnent de l'argent et qui me remercient pour un service que je suis capable de développer pour eux. Très bien, je rappelle que vous appelez Charles Elliott de Bordeaux.
Vous êtes CIO de Global Exam. Merci d'être passé par les studios Victoire. Pour ce numéro d'Usine Up, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles startups, de nouvelles scale-up pour Usine Up. Bonne journée. Usine Up, l'émission de l'usine nouvelle et d'Epoca Up qui met en lumière les startups et scale-up porteuses de sens, d'innovation et de savoir-faire à la française.